50 kilomètres en amont de son confluent avec la Garonne, le Lot quitte une vallée encaissée entre des causses pour entrer dans la plaine. C'est en ce lieu, à Fumel, qu'il y a un siècle fut créée une petite usine métallurgique pour exploiter le minerai de fer local. Depuis lors, cette usine n'a pas cessé de produire et de s'accroître, et pendant la dernière guerre, ayant échappé au contrôle direct de l'occupant, elle a pu se rénover complètement et se préparer ainsi au travail pour la paix. On a fait une grève très dure pendant 3 semaines. 3 semaines sur le casse-croûte. Ce qui est un truc qui ne veut pas être assez rigolo, mais ça l'est pas. C'était vraiment les conditions de ce moment-là. Une grève très très dure, hein, avec des jaunes, les durs et les jaunes, tu vois, avec un affrontement quotidien tous les jours au piquet de grève, tu vois. Bon, avec des gens, des familles et des gens qui se parlaient plus entre frères. Un qui était jaune, l'autre qui était de l'autre côté. Les jaunes, c'est les gens qui faisaient pas grève, qui étaient du côté de la direction, quoi. Et qui faisaient le coup, et qui essayaient de faire le coup de force contre nous. Je peux partir demain sans me retourner. Je vais tout perdre, tout laisser, tout abandonner. Il n'y a pas de raison pour se faire peur. Pas de solution à trouver dans le quart d'heure. Tous ces petits mecs qui parlent à tour de bras. C'est la politique de la terre brûlée. Il faut tout changer. Garder l'esprit clair au milieu du fracas. Garder ses colères, garder son sang-froid pour la révolution. L'expérience, si tu veux, de Fumel, ça a été... bon, on était une boîte de 460 mecs. Quelques nanas aussi, et on travaillait ensemble depuis longtemps. Tu vois, on se connaissait, il y avait un fort taux de syndicalisation dans l'entreprise, on avait mené plein de luttes ensemble, on avait épuisé tout ce qu'on pouvait faire comme bagarre contre les différents employeurs qu'on avait eus depuis Pont-à-Mousson. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte, si tu veux, qu'ils étaient en train de vouloir nous fermer. Et alors, ça dépendait de logiques qui n'étaient absolument pas... évidemment pas sociale, mais y compris d'un point de vue économique, c'était des aberrations, mais c'était la mode à ce moment-là, et donc ils voulaient nous fermer. Et donc, on s'est posé la question, collectivement, on s'est dit, bon, s'ils nous ferment, qu'est-ce qu'on fait? On mène une bagarre, et ça on savait le faire, pour obtenir les primes les plus importantes, si tu veux, de licenciement, ou bien on tente le coup, et... en défendant un certain nombre de règles élémentaires de base, ben, on peut essayer de reprendre la boîte. Alors, les règles élémentaires de base, c'était évidemment faire subir aucun risque aux salariés supplémentaires. Et puis, si c'était pour vivre plus mal qu'avant, c'est pas la peine. Moi, j'entends toujours que ça va fermer demain, quoi. Donc, il y a un moment donné, ben, tu finis par l'accepter, te dire, ouais, bon, ben, tant pis, passe à autre chose. Tout naît, tout vit, tout meurt, ben, l'usine, pourquoi pas. À part qu'il y a un moment donné où tu peux te dire aussi, et pourquoi? Notre premier problème, le problème majeur, c'est qu'on n'a pas de trésorerie. Donc la dernière fois, on avait évoqué ensemble la possibilité de se refinancer à travers la vente du barrage. Donc aujourd'hui, on a signé un protocole d'accord la semaine dernière sur la vente complète du barrage. Jean-Louis, c'est qui l'acheteur? Il n'y aura pas de problème. D'ici la fin de la semaine, on vous donnera le nom. Pourquoi? Parce que si encore l'affaire capote, on a encore 2 ou 3 candidats sur le même niveau, en cas qu'on ait une surprise de dernière minute. Et je préférerais pas l'annoncer officiellement et que ça paraisse dans la presse trop tôt. Tu crois qu'avec l'argent du barrage, après, on va avoir un banquier? Je pense, oui. Ouais, mais
quand on aura vendu le barrage, on repart pour 18 mois et au bout de 18 mois, on se retrouve au même piédestal? Alors là, mon pauvre, ça, je ne sais jamais répondre à cette question. Tu sais, pour croquer les 11 millions et puis repartir au bout de 18 mois. je pourrais te répondre à l'envers. Qu'est-ce que tu préfères? On arrête aujourd'hui? Et si on peut prendre la décision d'arrêter tous ensemble aujourd'hui, hein, d'accord? Donc, à nous de faire en sorte, tous ensemble, que ce soit une opération pour remettre la boîte cette fois-ci sur de bons rails et qu'on reparte pour un certain nombre d'années. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas choisi le système coopératif, parce que le système coopératif, il y avait l'obligation, si tu veux, de constituer un capital en profitant des indemnités de licenciement des gars. Bon, et moi, je n'ai pas du tout été d'accord avec ça, puisque je me suis dit, si on se met à créer une entreprise dans un cadre capitaliste, sur les métiers qui sont les nôtres, la fonderie, avec les grands constructeurs, etc., à l'échelle mondiale, quand ils voudront nous serrer le kiki, nous le serreront. Donc, par conséquent, on ne va pas demander aux gars de mettre leurs indemnités de licenciement là-dedans. Donc, on s'est démerdé autrement. Et donc, on a créé, après tout un débat, une bagarre, etc., le tribunal de Nanterre, finalement, nous a concédé la boîte pour le franc symbolique. Et c'est une expérience qui a duré 4 ans, de 2003 à 2007. Alors, on faisait à peu près, tu vois, 52 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est une expérience, si tu veux, à tout point enrichissante. En plus on n'avait pas d'illusion. C'est-à-dire qu'on savait que, si tu veux, il était difficile de construire le socialisme dans un seul pays. On n'allait pas, a fortiori, le construire dans une seule entreprise. Donc on savait ça. Cela dit, on était sur des niches industrielles, on n'avait pas trop perdu de clients, mais on a été confronté immédiatement, si tu veux, à tous les problèmes d'une entreprise dans le monde capitaliste, à savoir qu'en matière de financement, les banques ne nous ont pas prêté en rond. Si tu veux, quand on avait un découvert de 100 francs, ils nous téléphonaient. Tu vois, alors qu'on faisait 52 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon. Et puis, donc ils ne nous ont pas prêté un rond, on n'a pas pu faire face aux investissements qui étaient nécessaires et tout ça. Et en même temps, en interne, qui prend les décisions? Puisque la société qu'on avait montée était une société où les ouvriers et les employés étaient majoritaires à 75%. Les cadres avaient les 25% restants. Bon. Mais en même temps, cette société dont le capital était contrôlé par les ouvriers et les employés était une société dans laquelle il y avait aussi les cadres, donc où les contradictions de classe existaient. Les cadres, par exemple, lorsqu'il s'agissait de parler des salaires, évoquaient, eux, plutôt l'investissement productif, etc., etc. Bon, et comment trancher ces questions? Alors, les trancher, en tout cas, c'est ce que nous, on a fait à ce moment-là. On les tranchait sur la base de la démocratie ouvrière, c'est-à-dire que Assemblée générale, on mettait les deux problèmes aux voix, et puis, bon, le vote majoritaire l'emportait, par exemple, pendant ces 4 ans, on a fait évoluer les salaires de 17%, puisque finalement, c'est les gens d'en bas qui disaient, bon, il faut réduire l'échelle des salaires dans la boîte, et ça, c'est une démarche normale dans une société gérée par les salariés, et donc il faut prendre des dispositions, parce qu'en plus, notre pouvoir d'achat baisse, etc., etc. Bon, voilà le type de problème auquel on était confrontés, en plus, si tu veux. Bon, voilà. Donc, c'est une expérience extrêmement riche, tu vois, qui était basée aussi sur la confiance, sur l'histoire qu'on avait acquise ensemble, sur l'expérience aussi qu'on avait acquise ensemble pendant des années, et bon, en même temps, en se disant, bon, quand ça ira plus, on prendra tous la décision ensemble et on arrêtera. Notre objectif, on le connaît, c'est d'arriver à pouvoir vivre de notre travail. Il faut être honnête quand même. Dans cette usine, tout le monde n'a pas encore ce sentiment qu'on bosse pour nous. Mais c'est mon sentiment. Je peux me tromper, mais c'est mon sentiment. Mais la majorité, oui, ils bossent, se défoncent, oui. Je pense qu'ils ne se seraient pas accrochés comme ça à une autre époque.
été aidé. On n'a pas, que ce soit au niveau politique, au niveau financier, je crois qu'on a tout fait pour qu'on ne réussisse pas, pour qu'on se plante. Et puis qu'on dise, vous voyez, ce système-là, de reprise par les salariés, ça ne fonctionne pas. C'est une aberration, c'est une utopie. Alors, on est utopiste alors, allez les copains. On est vachement utopiste alors, parce qu'on y croit quand même. Les choses sont un petit peu toujours affaire de leader quand même. C'est vrai qu'à Fumel Technologies, il y a quelques personnes, quelques personnages, suivez mon regard, qui sont là pour tirer l'énergie, quoi. Je pense que c'est pas sérieux, franchement, de se poser des problèmes sur la fonderie en disant est-ce que ça va survivre, est-ce que c'est intéressant ou pas. Si on ne le fait pas, mais c'est une autre usine dont il est question. C'est une usine à 200, 300 mecs, même pas. Même pas. En tant que salarié, on n'en a que foutre de la stratégie des banquiers ou du Premier ministre. Nous, on n'a qu'un truc qui nous intéresse. C'est comment on travaille demain, est-ce qu'on peut travailler demain et avoir un salaire à porter à la maison. Un salaire convenable. Parce que pendant qu'on fait de la philosophie, chez Creuset, ils envoient des pièces en Pologne et au Maroc. Pendant qu'on fait de la philosophie, chez Reyes, ils sont en dépôt de bilan. Pendant qu'on fait la philosophie, à la Famia, dans le Lot-et-Garonne, ils sont en dépôt de bilan. Et je peux vous en citer une liste. Tous les jours, ça tombe. Tout le monde nous regarde comme ça. Un certain nombre d'entre eux veulent nous enterrer parce qu'on donne le mauvais exemple. On donne le mauvais exemple. Depuis qu'on a fait ça, on a vu que Lustucru essayait aussi de se mettre comme nous dans cette situation. On a vu que les copains de Nestlé aussi essayaient de se mettre dans cette situation. Ils ont été confrontés au même problème que nous. Question financière. Bien, on n'en veut pas des solutions qui sont portées par les travailleurs. Et on préfère fermer des sites, on préfère fermer des emplois. Et bien nous, ce combat-là qu'on a commencé en juillet 2003, Jean-Louis avait raison. Je vous l'avais dit à l'Assemblée Générale. Ça durera 2 mois, ça durera 6 mois, ça durera 1 an. Ça fait maintenant 24 mois qu'on y est. Eh bien, le pari, c'est qu'on y reste. Il va falloir se battre, comme on a toujours fait. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte pour bouffer à aujourd'hui. C'est difficile, mais je vous fais confiance, putain. Nous ne sommes plus un groupe, c'est plus des financiers qui sont là, c'est les ouvriers maintenant qui sont actionnaires. Donc c'est à eux de pouvoir se prendre en main. Maintenant, il n'y a plus de patrons et il n'y a plus d'ouvriers. Les ouvriers sont devenus les propriétaires de la société et je dirais presque que les anciens patrons sont devenus les salariés de la société. On a aujourd'hui cette usine. On n'a pas encore fermé. On ne peut plus avoir de banderole dans l'usine maintenant en disant patron voyou. Ou alors c'est on se critique soi-même. Ah mais quand même, on a un patron quand même. Hein. Ah, attendez, on a un patron, c'est Royer, c'est le directeur. J'ai pas dit qu'on n'a pas de patron. Nous avons un patron. Il faut un patron pour que ça marche. Ça me plaît comme boulot, j'arrive à nourrir ma famille. Hein. Déjà c'est l'essentiel quoi. Non. Dire ça me plaît pas, non. On n'est pas là pour ça. J'ai quand même 48 ans. Hein. Il ne faut pas que j'essaie de voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Non. Ce que j'ai, je le fais. Voilà. Pour pouvoir nourrir ma famille. Et donc on a cessé cette expérience-là en 2007, qui est une expérience qui aurait pu durer 3 mois, et qui finalement a duré 4 ans, qui aurait sans doute pu durer plus, si par exemple les banques, le secteur financier étaient par exemple publics et qu'ils ne soient pas destinés uniquement à faire du pognon, mais qu'ils soient aussi destinés à harmoniser la société, construire des développements qui soient d'une autre nature, etc. etc. Il n'est évidemment pas question de nous tourner vers le militaire, etc. etc. On était obligé de réfléchir, puisqu'on faisait des chemises et des pièces d'automobile et de poids lourds, on était obligé de réfléchir également à qu'est-ce qu'on allait faire si, par exemple, le marché du poids lourd ou le marché machin était un marché polluant, contradictoire avec un certain nombre d'objectifs de la société, etc. Qu'est-ce qu'on allait faire à la place? On a commencé à réfléchir à ces questions-là. Bon, 8h ici. Alors 8h ici pour les colleurs d'affiches.
sont sans argument. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que 450 familles de plus soient dans la merde. Si c'est ça qu'ils disent, à ce moment-là, comme je te disais tout à l'heure, la bataille change d'âme. Hein. Beaucoup de promesses, mais à l'arrivée, rien. Comme il y a plusieurs intervenants dans ce genre de débat, maintenant on va aller voir le représentant politique du département, c'est-à-dire le député. Alors, on peut y aller à pied si vous voulez, il n'y a même pas une borne. Vous voulez y aller à pied? Allez, on y va à pied alors. Après, qu'est-ce que ça a apporté également aux gens? Je crois une expérience unique pour les gens qui ont participé à ça. Quel lien avec les jeunes, par exemple. On avait transformé tous les contrats CDD, intérim, qui existaient en contrat CDI. L'usine, vous voulez la fermer, ben nous on la reprend, quoi. Vous voulez que ça y est, il n'y a plus d'ouvriers, ben si, nous on est là et on va se battre pour que ça continue. C'est toujours aussi dur de bosser, il y a toujours des relations, il y a des gens qui trouvent que rien n'a changé. Rien n'a changé, oui, d'accord, rien n'a changé, à part que si il n'y avait pas eu la reprise par cette forme d'autogestion, ben, l'usine de Fumel serait fermée, quoi. Maintenant, elle n'existerait plus, quoi. Les mecs, ils iraient pointer au chômage. Quand on embauchait, par exemple, un jeune, un ouvrier, tu vois, alors le mec disait, bon, il lui demandait, bon, et toi, qu'est-ce que tu espères gagner ou qu'est-ce que tu comptes gagner, tu vois. Alors les mecs, ils te disaient 2000 euros, 2500 euros par mois. Alors il dit, écoute, dans notre boîte, c'est pas ça, si tu veux. Bon, je pense que tu es un peu décalé par rapport aux réalités, etc. Bon, tu vois. Mais en même temps, ça nous disait ce que ces jeunes-là, ils avaient dans la tronche, tu vois. Ils se valorisaient correctement, moi je trouve. Bon, je veux dire, c'était intéressant. On cherche des mecs à les barbages. C'est maintenant que vous arrivez. Ignace, allez barbages. J'ai donné. Cette société, elle ne peut pas continuer à vivre, si tu veux, avec uniquement du tertiaire. Et en cassant des emplois industriels, il va bien falloir qu'un jour, on refabrique des richesses. Bon, et ces richesses-là, même si on doit changer nos fabrications, même si on doit changer les produits, mais cette richesse-là va être produite par nous, ou par nos enfants, ou en tout cas par des salariés. Et donc tout ça, si tu veux, c'était des débats qu'on avait. Quand on dit on ferme une usine, bon, ils voient à la télé des gens qui se bagarrent, qui manifestent, tout ça, on ferme une usine. Mais quel est le lien entre la fermeture de l'usine et la société autour, les populations et tout ça? Personne n'y comprend rien. On dit tout ça, ça vient de l'eau. Alors ce qu'on a essayé de voir aussi, c'était quel pouvait être le lien réel et le contrôle des populations autour d'un site industriel ou d'une entreprise, ou d'un certain nombre d'entreprises sur un bassin d'emploi donné, de manière à ce que ces populations-là soient non pas partie prenante des difficultés de l'entreprise machin, mais qu'ils aient un élément de contrôle minimum, si tu veux, sur le fait que les richesses qui sont produites, ou les emplois qui sont occupés, ou la formation qui est développée autour, ou la recherche qui est développée autour, profitent à tout le monde. Et quand ça s'est éteint, c'est éteint pour tout le monde. Bon, voilà. Tous ces débats-là, on les a eus, si tu veux, à cette occasion. Il n'y a pas de réponse en termes de repreneurs ou de reprise, de continuité d'activité et tout ça. Il y a en France aujourd'hui, et je cite la France, c'est un pays c'est le pays dans lequel je vis et que je connais, mais il y a en France aujourd'hui des centaines d'endroits et des milliers d'endroits où des petites boîtes dans des bassins d'emploi petits ou moyens
ont une survie qui est essentiellement garantie par le fait qu'ils ont des clients, au sens capitaliste du terme. Alors, ils ont des clients, ça veut dire que leur production est, entre guillemets, utile. On pourra en discuter sur le fond. Mais, néanmoins, pour beaucoup de cas, ce sont des productions utiles. Et ils ne gagnent pas d'argent. Alors, au sens capitaliste du terme, une boîte qui ne gagne pas d'argent, soit on la coule, soit on la fait maigrir, soit on la restructure, etc., etc. Mais on pourrait en effet imaginer, dans une phase transitoire, de maintenir en activité des dizaines et des centaines de petites entreprises qui ont une réalité, si tu veux, sociale, puisqu'elles produisent des biens et des produits qui sont utiles et qui se vendent, qui certes n'ont pas une rentabilité capitaliste, mais qui permettent de maintenir 100, 150, 40, 20, 10, 15 emplois ici et là. Et là, on peut en témoigner, on en a vu des centaines. Des centaines qui sont à la limite du profit capitaliste, mais qui n'y sont pas, et qui donc sont condamnés à mourir. Bon, on pourrait imaginer, dans un projet organisé, planifié, etc., de faire en sorte que ces entreprises-là survivent, ces entreprises, ces coopératives, ces machins survivent, et il vaut mieux quand même que des gens puissent continuer à travailler dans ces entreprises-là, ou d'en créer de nouvelles, si tu veux, plutôt qu'ils soient au chômage. Bon, après, on peut discuter sur la nature du travail, sur le fait qu'effectivement, certains travaux, moi je peux en parler, que dans une fonderie, le boulot, c'était pas le pied, hein, c'est difficile, c'est dur, tu bouffes de la poussière, il y a des copains qui sont malades de l'amiante, qui ont de la silicose, des trucs comme ça. Bon, mais on peut discuter de ça aussi, sur l'intérêt qu'il y a à faire survivre des métiers qui sont difficiles, etc., trop difficiles. Bon. Mais dans l'ensemble, au niveau général, on peut imaginer tout à fait, aujourd'hui, dans la phase transitoire dans laquelle on est, on peut très bien imaginer que des entreprises soient reprises par les salariés, soient reprises par des communes, soient reprises par des individus, si tu veux, avec une rentabilité même négative. C'est bien moins cher de maintenir 150 emplois avec une rentabilité négative que de les envoyer tous au chômage. C'est bien moins cher, socialement, si tu veux. Et en plus, ça permet de garder un cadre social, ça permet de maintenir des liens, d'empêcher que des bassins d'emploi ne meurent ou disparaissent, etc., etc. Derrière, il y a toute une vie, si tu veux. Ça permet d'éviter que des écoles ferment, que des postes EDF, que des gares ferment, etc., etc. Mais tout ça est une pensée à l'envers. Il faut se remettre dans cette démarche-là. Et c'est pas du tout de l'utopie. C'est même, il n'y a rien de plus scientifique aujourd'hui que de se dire, pourquoi on ferme telle ou telle entreprise au prétexte que sur le marché capitaliste, ne gagne pas des ronds. La question elle est de savoir si on produit des biens pour gagner des ronds, ou on produit des biens, si tu veux, parce qu'ils sont utiles. S'ils sont utiles, et que le système ne permet pas que tu gagnes des ronds avec, il n'empêche qu'il faut les produire. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on fait en sorte de pouvoir les produire. Alors, ça veut dire toute une politique complètement différente. Et c'est une démarche qui permettrait d'associer démocratiquement des populations, des régions, des départements, des communes, à la vie, au développement économique, social, culturel, etc., etc. On est dans des schémas qu'aujourd'hui la situation devrait imposer, et on nous vend le contraire. On nous dit que puisque ça ne gagne pas, il faut fermer. Et ça, c'est une connerie. C'est une connerie économique, y compris. C'est une connerie économique. Un siècle passé de travail et de crise, un siècle passé de sueur et de fer, un siècle passé comme étant des cerises,
Un siècle passé, à l'ombre de Prévert. Mur gris le long de l'avenue, mur gris de cette usine, mur gris des espoirs déçus, mur gris de poussière et de ruines. Entrer, sortir des milliers de fois et revenir. Entrer, sortir des milliers de fois et repartir. Relève pesante du matin, les outils, le chef, les consignes et le regard de mes copains et ce besoin de rester digne. Peuple du sud, du nord, mêlé, portugais de Mirandela, russes blancs et polonais, rouges et noirs venant d'Espagne, garibaldiens de Romagne, arabes et sénégalais et des Français de la campagne. La coulée d'acier dans nos veines, la fente grise et la douleur, la lutte, la joie, la grève, la résistance dans nos cœurs. Merci Ignace Garay.